RFI, il est 22h30 à Kidal, 23h30 à Kinshasa et minuit 30 ici à Paris. Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité africaine avec Céline Pellarin. Bonsoir Céline. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Au Mali, des combats ont eu lieu dans le nord du Mali, près de Kidal. Des échanges de tirs entre des milices pro-gouvernementales et des rebelles Touaregs ont fait le point sur la situation à Kidal dès le début de ce journal. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a passé 3 jours en République démocratique du Congo. Et à l'issue de ce déplacement dans l'est du pays et dans la capitale, le haut responsable de l'ONU s'inquiète du danger qui menace les droits de l'homme à mesure qu'approche la fin du mandat du président Joseph Kabila. Nous irons également au Burkina Faso où les pluies de ces derniers jours provoquent de fortes inondations dans la capitale. 4 personnes sont décédées et plus de 2000 foyers ont dû être relogés dans l'urgence dans des établissements scolaires. Dans la seconde partie de cette édition d'Afrique Soir, Jean-Hervé Bradol de Médecins sans frontières est l'invité de Michel Arsenault. L'ONG tire la sonnette d'alarme. La situation sanitaire dans le nord du Nigeria est plus que précaire. Aux attaques de Boko Haram et à la pénurie alimentaire s'ajoute une épidémie de rougeole. Ce soir, c'est Hugo Moissonnier qui nous rejoindra pour parler de sport. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Enfin, ce sera le zapping d'appel sur l'actualité. Vous discutez chez Juan Gomez de la situation sécuritaire au Mali après l'attaque de la caserne de Nampala dans le centre du pays. Vous écoutez RFI, Afrique Soir, bienvenue. Le Mali a rendu hommage à 17 de ses soldats tués à Nampala dans le centre du pays. Et 2 jours après cette attaque, des combats ont également éclaté à Kidal, une ville du nord malien. Des combats entre un groupe armé pro-gouvernemental et l'ex-rébellion. Édouard Dupénoat, la tension est encore vive ce soir dans la ville. Et oui, absolument, des tirs éclatent encore de manière sporadique à Kidal, même s'ils n'ont rien à voir avec la violence des affrontements de cet après-midi. Ce que l'on sait, c'est que vers 16h, heure locale, des coups de feu ont éclaté dans le centre-ville. Les combats se sont ensuite propagés un peu partout. Ils ont duré au moins jusqu'à 19h, heure à laquelle la violence a un peu baissé. Pour le moment, aucun bilan ne nous est parvenu, mais des habitants affirment qu'il y a plusieurs morts. Certains habitants, par ailleurs, sont restés cloîtrés chez eux. D'autres se sont réfugiés dans le camp de la MINUSMA. Impossible de déterminer qui est à l'origine des affrontements. D'un côté, il y a la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui englobe plusieurs groupes Touaregs. Et de l'autre, le Gassia, un autre groupe armé, mais lui, plutôt favorable au gouvernement. Chacun des deux camps rejette sur l'autre la responsabilité de l'attaque. Cet affrontement survient alors qu'une trêve a pourtant été conclue dimanche dernier entre ces deux groupes. Une trêve de plus en plus fragile. Dès mardi soir, des tirs avaient éclaté dans la ville. Ils avaient fait 2 morts. Édouard Dupénoat, on rappelle que les autorités maliennes ont, à la suite de l'attaque de Nampala, réinstauré l'état d'urgence pour 10 jours à compter de ce jeudi dans le pays. Un nouveau chapitre diplomatique s'ouvre entre la Guinée et Israël. Après un demi-siècle de brouille, les 2 pays ont signé un accord de coopération, texte paraphé mercredi à Paris. Résultat, des ambassades guinéennes et israéliennes vont rouvrir leurs portes. À Conakry, les précisions de Mokhtar Ba. Les 2 pays qui se sont brouillés il y a 49 ans renouent leur coopération avec la signature d'une déclaration conjointe sur la reprise des relations diplomatiques rompues au lendemain de la guerre des 6 jours en 1967. Des officiels guinéens interrogés par RFI n'ont pas souhaité commenter cette lune de miel entre les 2 pays. Cette annonce intervient peu de temps après, on s'en souvient, une tournée historique de 4 jours du Premier ministre israélien Netanyahou en juillet en Afrique qui a permis de resserrer les liens politiques et économiques avec un continent longtemps mal disposé à l'égard d'Israël. À la veille de cette tournée, Jérusalem avait annoncé allouer une enveloppe de 13 millions de dollars pour renforcer les relations économiques et la coopération avec l'Afrique. De quoi tenter les pays africains financièrement mal à l'aise ou économiquement en faillite, commente un diplomate guinéen. Chéquier en main, Netanyahou cherche donc à renouer avec les pays africains qui avaient pris leur distance avec Israël en raison des guerres de l'État hébreu avec ses voisins dont l'Égypte de Gamal Abdel Nasser et des liens unissant Tel Aviv au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Mokhtar Ba, Conakry, RFI. Les pluies qui s'abattent sur la capitale du Burkina Faso ont fait au moins 4 morts et plus de 2000 familles sont sinistrées. Selon le maire de la commune de Ouagadougou, les personnes dont les logements sont inondés ont été relogées dans l'urgence dans des écoles. Le maire de Ouagadougou estime que la situation est dramatique puisque les 12 arrondissements de la ville ont été touchés par ces intempéries. Le reportage de notre correspondant Yaya Boudani. Les pieds dans la boue, Adama Warma et sa famille tentent de récupérer ce qui peut l'être encore après la chute de leur lieu d'habitation. Les eaux de pluie ont inondé tout leur quartier. Les plus chanceux sortent des eaux, quelques effets personnels et des ustensiles de cuisine. La plupart de nos bois sont partis. On a des statues qui sont dedans, ça c'est gâté même. On ne sait même pas quoi faire. Ce sont les trucs qui se répètent.
À chaque fois, ils disent qu'ils vont venir nous arranger de beaux caniveaux pour que quand l'eau arrive, ça puisse bien passer rapidement. Mais on attend plusieurs années de cela, on ne voit rien. Vraiment, s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, ça allait beaucoup nous aider. Chaque saison pluvieuse, on est toujours dans les mêmes souffrances. Vraiment, on n'en sait même plus quoi faire maintenant. Sinon, vraiment, en période de pluie comme ça, on se cherche. On ne sait même plus quoi faire. Il n'y a pas de passage pour l'eau. On ne sait même pas quoi faire maintenant. Ayant déjà perdu plusieurs véhicules il y a quelques années suite aux inondations, Karim Sanfo, vendeur de véhicules d'occasion à Ouagadougou, a juste eu le temps de faire évacuer son parc avant que les eaux n'occupent les lieux. C'est qu'on avait pu faire sortir et puis aller garer. Bon, comme l'eau est partie, on devait faire rentrer encore. Et nous ne sommes pas encore, nous ne savons pas jusqu'où ça peut arriver. Les familles sinistrées ont été relogées dans les salles de classe. La situation est qualifiée de dramatique par le maire de la capitale, car tous les arrondissements de la ville ont été touchés par ces intempéries. Yaya Boudani, Ouagadougou, RFI. Direction à présent la République démocratique du Congo où le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a terminé sa visite. Le haut-commissaire s'est rendu dans l'est du pays, à Goma, Bukavu, pour terminer par Kinshasa, la capitale. Pas de rencontre avec le président Kabila, mais il a pu s'entretenir avec le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les responsables des services de sécurité et bien sûr la société civile. Une visite dans le pays alors que le pouvoir mobilise ses partisans en faveur du dialogue inclusif et que l'opposition continuelle de poser des conditions pour y participer. Écoutez Zeid Al-Hussein, il est le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je pense qu'il sera extrêmement difficile d'avoir un dialogue qui ait du sens. Un dialogue crédible ne peut se dérouler que quand toutes les parties pourront exprimer leurs sentiments sans risque de représailles ou sans risque d'être emprisonnées. Donc, même si je soutiens l'appel du président à un dialogue inclusif, il est inconcevable qu'il puisse se tenir sans que les conditions ne changent. J'ai reçu l'assurance de la part des États, des différents services de sécurité, qu'ils respectent les droits de l'homme. Et ma réponse a été que quand je verrai dans les marchés, dans les rues, dans les différentes villes du pays, une ouverture de l'espace politique, alors oui, je serai le premier à me féliciter de ces déclarations. Mais pour le moment, non, je ne pense pas que la restriction de l'espace politique actuel permette un dialogue viable tel que requis. Zeid Al-Hussein au micro de notre correspondante Sonia Rollet. Le haut-commissaire aux droits de l'homme sera l'invité de RFI dans Afrique Matin. Son entretien en intégralité, ce sera à partir de 4h44 temps universel. En Italie, l'avocat du jeune réfugié érythréen, accusé d'être le chef d'un réseau de trafiquants de migrants africains, annonce que son client a été maintenu en détention, et ce jusqu'au 21 septembre, annonce faite ce jeudi matin par un juge de Palerme. Le jeune homme, que plusieurs témoins ont pourtant disculpé, a été arrêté au Soudan et aussitôt extradé en Italie début juin. Alors que le doute plane sur son identité, le juge demande au procureur des expertises complémentaires pour établir son état civil réel. Et c'est en raison de cette incertitude sur son identité que la famille du jeune homme s'est vue refuser une nouvelle fois un droit de visite en prison. Et les précisions de Léonard Vincent. C'est une histoire de fou, dit-il. Interrogé par RFI, l'avocat de Médanier Tesfamariam n'en revient pas. Maître Michele Calantropo s'exprimait à la sortie d'une nouvelle audience de son client devant un juge de Palerme jeudi matin. Le jeune homme qu'il défend est une fois de plus maintenu en détention, et ce jusqu'au 21 septembre. Le juge a demandé au procureur de comparer sa voix aux écoutes téléphoniques du trafiquant Médanier Méride, enregistrées en 2014. L'objectif est d'établir une fois pour toutes l'identité réelle de cet Érythréen, présenté lors de son arrestation comme le célèbre gangster, portant le même prénom que lui. C'est le deuxième renvoi de l'affaire depuis son arrestation rocambolesque le 8 juin. Au téléphone, maître Calantropo se désole de ne pas parvenir à convaincre le juge que son client ne devrait pas repartir en prison pour 2 mois supplémentaires, alors que plusieurs témoignages le disculpent. Plus kafkaïen encore, la famille du jeune homme n'a pas le droit de lui rendre visite en prison, étant donné le doute sur son état civil. Pour se nourrir et se vêtir en détention, Médanier Tesfamariam n'est donc aujourd'hui soutenu
que par la solidarité de quelques compatriotes. Léonard Vincent. 24 heures après l'accusation par le gouvernement d'union nationale libyen, accusation visant la France qui a reconnu sa présence militaire en Libye après y avoir perdu 3 hommes, c'est au tour des autorités non reconnues par la communauté internationale de réagir. Le chef de l'aviation des forces loyales au gouvernement basé de l'Est libyen l'affirme. Ses services sont bien au courant qu'une vingtaine de soldats français, britanniques et américains sont en Libye pour, je cite, surveiller le groupe État islamique. Kigali 91.9 FM. Des défenseurs des droits de l'homme accusent le gouvernement du Rwanda de pratiquer des rafles de mendiants, de vendeurs ambulants ou encore d'enfants des rues. Des personnes détenues ensuite dans des centres de transit. Et selon Human Rights Watch, des milliers de personnes démunies sont ainsi enfermées de façon arbitraire au Rwanda, parfois pendant des mois. Karina Tertsakian est chercheure à Human Rights Watch à Londres. Il semble y avoir une politique officieuse du gouvernement rwandais de cacher ces personnes indésirables, entre guillemets, qui gâchent un peu cette image très positive, surtout de Kigali, comme une ville très propre, très belle. Et donc, depuis des années, il y a des sortes de rafles par la police de ces personnes. On les ramasse dans les rues, on les embarque dans des camionnettes de la police, on les met dans ces centres de transit pour que les rues restent propres, belles pour les visiteurs ou les touristes. Il y a au moins 28 centres de transit au Rwanda. Il peut y avoir plusieurs centaines de détenus dans chacun de ces centres. Si on fait le calcul, on peut estimer le total à plusieurs milliers. Donc le total de détenus qui seraient passés par ces centres. Karina Tertsakian de Human Rights Watch au micro de Michel Arsenault. Les autorités du Nigeria débutent des négociations avec les vengeurs du delta du Niger. C'est le président nigérian Muhammadu Buhari qui l'annonce. Le groupe rebelle des vengeurs du delta du Niger a revendiqué la plupart des attaques perpétrées depuis le mois de février contre la compagnie pétrolière nationale NNPC ainsi que des groupes étrangers. Les vengeurs du delta du Niger, comme d'autres rebelles nigérians avant eux, réclament une meilleure redistribution des revenus pétroliers et une plus grande autonomie politique. Au Zimbabwe, le président Mugabe perd l'un de ses soutiens traditionnels. Les anciens combattants ont dénoncé ce jeudi son attitude, je cite, dictatoriale, prévenant qu'il ne soutiendrait pas un tel dirigeant lors de l'élection de 2018. Déclaration dans un contexte de contestation croissante contre le régime Mugabe. Ces dernières semaines, en effet, le pays a connu une série de grèves et de manifestations, les plus importantes depuis des années. Des manifestations pour protester contre la crise économique dans laquelle le pays est embourbé depuis le début des années 2000. Féfé est l'un des rappeurs français les plus populaires et il prépare la sortie de son nouvel album. Ce sera pour cet automne. L'artiste, qui a connu le succès avec des titres comme Dans ma rue et Soldat fou, a fait entendre un extrait de ce prochain disque, la chanson Naija, qui est chantée en duo avec la germano-nigériane Ayo. Un hommage au pays de leurs parents respectifs, le Nigeria. Féfé était récemment au festival Africa Fête de Marseille. Olivier Roger l'a rencontré. Il s'est passé une telle magie en studio que à la base je devais pas faire un clip comme ça, je devais pas aller à Lagos quoi. C'est Ayo qui m'a forcé presque à y aller quoi. Et j'étais pas retourné là-bas depuis un certain moment en fait. Donc il y a dans ce voyage beaucoup de choses, mais c'est un retour aux sources, c'est un pardon, c'est aussi un nouveau regard ou un regard plutôt dépoussiéré sur l'Afrique et sur le Nigeria aussi, qui culturellement maintenant on peut plus le nier rayonne quasiment internationalement. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux, même dans les sons, dans les coupes de cheveux, dans tout. J'ai fait mais ils sont incroyablement en avance quoi. J'ai eu honte de ne pas m'en être rendu compte autant. Et par rapport à l'album que j'avais en tête, ça l'a aiguillé vers autre chose quoi, vers quelque chose de plus ouvert et qui avance et qui va vers l'avant quoi, tu vois. Féfé sur la radio du Monde au micro d'Olivier Roger. Son nouvel album sort cet automne. Vous écoutez RFI, 22h44, temps universel. Afrique Soir sur RFI. Et restez à l'écoute de la radio du Monde. Dans quelques minutes, les sports, ce sera avec Hugo Moissonnier. Mais tout de suite, place à l'invité d'Afrique Soir.
Signal d'alarme de l'organisation Médecins sans frontières. Dans le nord du Nigeria, l'ONG appelle à la mobilisation face à ce qui se présente comme un désastre humanitaire. Cette région du nord du pays, particulièrement dans l'état de Borno, subit les violences de Boko Haram ainsi que de graves pénuries alimentaires. Et à cela s'ajoute désormais une épidémie de rougeole catastrophique pour les enfants. Une situation intolérable selon le directeur des études de la fondation MSF, Jean-Hervé Bradol, qui a constaté récemment sur place l'étendue des besoins sanitaires des populations. La communauté internationale doit intervenir de toute urgence, affirme Jean-Hervé Bradol. Il est l'invité de Michel Arsenault. Docteur Bradol, bonjour. Bonjour. Pour entrer dans ce séjour dans l'état de Borno, qu'est-ce que vous avez vu là-bas que vous n'aviez pas déjà vu et revu en tant que Médecins sans frontières ? Déjà, on voit pas aussi fréquemment des centaines de milliers de personnes déplacées, complètement dépendantes de l'aide alimentaire extérieure, frappées par les épidémies, notamment l'épidémie de rougeole, avec des très hauts taux de mortalité. C'est pas aussi fréquent que ça. En plus, la disparition des hommes et des adolescents est très frappante. Dans le camp de déplacés de Bama, on voit des hommes jeunes dans la milice civile auxiliaire de l'armée, quelques hommes un peu plus seniors dans le groupe de chasseurs traditionnels, mais des jeunes garçons de 15-16 ans, des jeunes hommes de 20-25 ans, on n'en voit quasiment pas. Et vous l'expliquez comment ? On a des hypothèses, évidemment. La violence de la répression par les acteurs de conflit contre cette classe d'âge-là est déjà bien connue, bien documentée. Forcément, vu qu'ils sont ciblés par la répression des uns et des autres, il y a des jeunes hommes qui sont en fuite à l'extérieur de l'État. Et puis, il y en a qui sont enrôlés dans les forces qui sont en train de s'affronter sur le terrain. Des équipes de MSF sont en ce moment déployées pour quelques jours dans plusieurs villes de l'État de Borno. Vous avez vous-même fait le voyage de Maïdougouri, la capitale de l'État, jusqu'à la ville de Bama. Est-ce que vous pourriez commencer par décrire le trajet que vous avez fait avec l'armée ? Il y a deux grandes portions. Il y a une première portion à la sortie de Maïdougouri où on peut circuler librement. Ça semble relativement protégé. Et puis la deuxième portion où là, on est obligé de circuler à l'intérieur de convois militaires. Il y a des carcasses de voitures, des carcasses de blindés, et les soldats nigérians qui sont dans le convoi militaire, dès qu'ils voient un buisson bouger, ils lancent une rafale de mitrailleuses. On a l'impression vraiment d'être en zone de conflit actif. Parmi les passagers, on sent une sorte de tension, on a peur de sauter sur une mine, on a peur d'être pris dans une fusillade. On a le sentiment de jouer notre peau sur des voyages comme ça. Tous les villages sont détruits. Ça ressemble à quoi, un village détruit ? Les murs des habitations sont à moitié effondrés. Il n'y a quasiment plus de toit en place. Les tôles ont été arrachées pour construire des abris précaires. L'herbe a repoussé à l'intérieur des maisons. Donc parfois l'herbe elle a 1 mètre de haut à l'intérieur des maisons. Si on parle de la ville de Bama, les puits qui étaient non protégés ont servi à ensevelir des corps. Donc il y a tout un tas de puits traditionnels qui sont inutilisables. La ville est fantôme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun habitant. Le grand cimetière de la ville est complètement plein. Les gens qui procèdent aux enterrements, ils nous disent qu'ils mettent 2 à 3 personnes par tombe. Et il y a des tombes qui sont creusées juste devant la grille d'entrée du cimetière. Il n'y a même pas l'allée habituelle quand on entre dans un cimetière. L'allée principale du cimetière qui est dégagée. Le cimetière est plein à craquer. Le président du Nigeria a maintes fois insinué que Boko Haram, finalement, c'était un problème qui était réglé. Après avoir vu ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, la situation a beaucoup changé, parce que l'armée nigériane, en 2015, a repris toutes ces villes dont on parle. Avant, on pouvait tout simplement pas y aller. Donc, il y a une grosse évolution du rapport de force dans l'état de Borno en faveur de l'armée nigériane, mais il reste une menace d'opérations de Boko Haram, ne serait-ce que d'opérations suicides ou d'opérations de guérilla, qui surviennent régulièrement dans les campagnes, par exemple. Aucun d'entre nous n'envisage pour l'instant d'aller circuler dans les campagnes. Malgré les dangers, vous pensez que l'heure est venue d'intervenir ? On est même déjà un peu en retard, donc c'est une phase d'accélération des secours, mais on sait aussi qu'à tout moment, tout peut s'arrêter parce qu'il y aura eu un incident de sécurité très grave.
On est à la fois content de enfin réussir à sortir régulièrement en dehors de la capitale de l'État, parce qu'il y a de nombreuses personnes à aider à survivre vraiment à court terme. Et puis on est en même temps très inquiet que tout ça s'interrompe brutalement en raison d'une attaque, d'un incident. MSF estime qu'une aide massive est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, aide massive ? Ça veut dire que pour l'approvisionnement alimentaire, les autorités nigérianes et le Croissant-Rouge nigérian soutenu par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, ne soient plus les seuls acteurs de l'aide et que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies arrive pour renforcer ce qu'on appelle le pipeline alimentaire des secours. Il y a vraiment besoin de ça. Il y a besoin du Programme alimentaire mondial, ça c'est clair. Dr Bradol, merci. Je vous en prie. Jean-Hervé Bradol, directeur des études de la Fondation Médecins sans frontières. Il était l'invité de Michel Arsenault. Céline Pellarin. À la une de l'actualité internationale, l'attentat de Nice le 14 juillet par le Tunisien Mohamed Laouedj Boulel, un acte mûri pendant plusieurs mois avec des complicités et des soutiens. Ce sont les premières conclusions de l'enquête. 5 suspects ont été présentés aujourd'hui à un juge antiterroriste. Ils ont été inculpés et écroués. Et à 2 semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2016, première alerte sécuritaire. La police au Brésil a arrêté 10 Brésiliens qui avaient été prêtés allégeance à l'organisation État islamique. Ils préparaient des attentats pendant les JO de Rio de Janeiro. La libération de Mossoul est en vue. C'est l'avis de l'émissaire spécial de Barack Obama pour la lutte contre le groupe État islamique, Brett McGurk. Une victoire dans la métropole du nord de l'Irak, contrôlée par l'EI depuis plus de 2 ans, serait, selon le secrétaire d'État américain, un tournant décisif dans le combat contre l'organisation djihadiste. Et puis la Turquie a vécu ce jeudi sa première journée d'état d'urgence depuis 15 ans, après le putsch raté qui a fait 265 morts selon un nouveau bilan. L'Union européenne, de son côté, est préoccupée par l'évolution de la situation en Turquie. Elle juge inacceptables les mesures visant l'éducation, la justice et les médias. C'est l'heure de retrouver Hugo Massioni pour le journal des sports. Bonsoir Hugo. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Et à presque 2 semaines jour pour jour du début des Jeux Olympiques, la Russie s'enfonce dans la crise. Le pays ne sera pas représenté en athlétisme sur les pistes de Rio. En novembre dernier, la fédération russe de cette discipline avait été suspendue pour dopage. 68 de ses athlètes avaient ensuite fait appel de cette sanction devant le tribunal arbitral du sport pour défendre leur place aux Jeux. Ils n'ont pas obtenu gain de cause ce jeudi. C'est une sensation puisqu'à l'image des États-Unis, mais également du Kenya ou de l'Éthiopie, la Russie est une grande nation d'athlétisme. Et au-delà de cette discipline, la décision du TAS préfigure peut-être celle du CIO dimanche. L'instance suprême de l'Olympisme attendait de connaître ce jugement avant de se prononcer sur la participation tout court de la Russie au JO. Le pays est très fragilisé depuis quelques jours par l'accablant rapport McLaren qui dénonce un véritable dopage d'État entre 2011 et 2015 dans une trentaine de sports. C'est en revanche un climat bien plus serein pour l'athlétisme sénégalais. Qui pourra compter sur 2 représentants à Rio. Amy Sen chez les femmes, spécialiste du lancer de marteau, 3 fois championne d'Afrique. La dernière fois, c'était le mois dernier à Durban. Présente à Londres en 2012, elle n'avait pas passé le stade des qualifications. Chez les hommes, le Sénégal sera représenté par Amadou Ndiaye, médaillé d'argent à l'issue de la finale du 400 mètres haies lors des derniers championnats d'Afrique. Il disputera, lui, ses premiers JO. Il bénéficie d'une invitation après avoir raté de peu les minima. Momar Mbaye, le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, fait le point sur les ambitions de ces 2 athlètes. Il y a Ami qui va participer pour la 2e fois. Je pense même qu'une première expérience a été tentée à Londres. Aujourd'hui, elle-même, elle sait que son objectif, c'est d'abord de passer le premier tour et pourquoi pas arriver en finale. Pour le cas d'Amadou Ndiaye, c'est sa première participation. Un jeune espoir qu'il faut encadrer, qu'il faut aussi vraiment encourager à ce niveau. S'il passe le premier tour, je pense bien que ça serait un objectif largement atteint. Des propos recueillis par Babacar Fall. Le Cameroun, de son côté, enverra 24 athlètes à Rio. Ils seront présents dans 6 disciplines. Le porte-drapeau sera également le plus jeune sportif de cette délégation, le boxeur Wilfried Seyi. Il a été intronisé lors d'une cérémonie officielle ce jeudi à Yaoundé. Parlons à présent de football, Hugo. Le marché estival des transferts se poursuit. À direction l'Angleterre pour l'Ivoirien Brice Djadjedje. Oui, après 2 saisons et demie à Marseille en France, le latéral international ivoirien s'engage avec Watford, 13e de Première Ligue l'an passé. À 25 ans, il va découvrir le 3e club de sa carrière. C'est le premier hors de l'Hexagone, lui qui a débuté chez les professionnels à Évian avant de rejoindre l'OM. Et le milieu offensif camerounais Edgar Sali quitte également la Ligue 1.
C'est pas une première pour lui, mais cette fois c'est définitif. Recruté par Monaco en provenance de Coton Sport en 2011, celui qui compte déjà plus de 25 sélections avec les Lions indomptables à peine 23 ans ne s'est jamais imposé sur le rocher. Il a été prêté à plusieurs reprises et notamment à Saint-Gall en Suisse l'an passé. Désormais, il prend la direction de l'Allemagne et de Nuremberg plus exactement en 2e division. Enfin, le football, Hugo, c'est aussi le dénouement de beaucoup de championnats en Afrique. Et notamment au Niger, l'AS FAN, l'association des forces armées nigériennes, remporte le titre après une victoire 2-1 face à l'AS Douane de Niamey hier, ce mercredi. Premier titre depuis 6 ans pour ce club fondé en 1946 et c'est la seule équipe du pays à avoir remporté un trophée régional. La coupe de l'UFOA, c'était en 1996. On revient sur son parcours exemplaire cette saison avec Ousmane Keita. Parcours sans faute réalisé par le club militaire de Niamey. Les poulains du sympathique entraîneur Zakariaou Ibrahim du Cantalia ont totalisé 55 points à 9 longueurs de leur dauphin du Sel Sporting Club et un goal average de plus 41. Et sur 24 matchs joués, l'association sportive des forces armées nigériennes de Niamey a été tout simplement exceptionnelle. Tenez, 16 victoires, une seule défaite et 7 nuls. Meilleure attaque avec 50 buts marqués et meilleure défense avec 9 buts encaissés. Ce titre, qui est d'ailleurs le 3e de l'histoire du club, après 1975 et 2010, l'AS FAN le doit surtout à son attaquant vedette, Adamou Moussa, meilleur fusil avec 18 réalisations. Pour le président de l'AS FAN de Niamey, le colonel Cheibou Drissa, ce titre acquis avec autorité est dédié à tous les vaillants soldats qui sont actuellement sur le théâtre d'opération et ceux tombés sous les balles à Bosso et Difa en lutte contre Boko Haram dans le nord Mali et en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'ONUCI. Ousmane Keita, Niamey, RFI. Et grâce à ce succès, l'AS FAN participera bien sûr à la prochaine Ligue des Champions en 2007. En cyclisme, la 103e édition du Tour de France, proche de son dénouement. Arrivé dimanche à Paris, en attendant, le Britannique, né au Kenya, on le rappelle, Chris Froome conforte son maillot jaune en remportant ce jeudi la 18e étape, un contre-la-montre à Megève en montagne dans les Alpes. A signaler la bonne performance du Sud-Africain de la Lamprey, Luis Mentiès, 9e ce jeudi. Il est 9e également au classement général. C'est le meilleur coureur du continent sur ce Tour 2016 à suivre ce vendredi, 146 km, toujours dans les Alpes, entre Albertville et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Merci Hugo Moissonnet, c'était le journal des sports. Il est 22h passé de 56 minutes en temps universel. C'est la fin de cette édition d'Afrique Soir préparée avec Wafanour. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez le zapping d'appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures. Bonsoir à tous, c'est l'heure du zapping. Ce matin, vous réagissiez à la situation sécuritaire au Mali après l'attaque qui a tué 17 soldats dans une base militaire dans le centre du pays. Écoutez quelques-unes de vos réactions. L'inquiétude règne un peu partout, et au nord, et au centre, et même au sud. Moi, je suis à Caille, mais nous sommes tous inquiets. Notre pays est menacé dans son existence en tant qu'État souverain et indépendant. Visiblement, les nombreuses formations reçues par nos militaires n'ont pas permis à venir à bout des forces du mal. La situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Nos militaires n'ont pas d'avion, nos militaires n'ont pas de renseignements. Aucune guerre aujourd'hui ne peut se gagner sans ces moyens de communication, sans une bonne organisation sur le terrain. Moi, je me pose toujours la question et je me dis peut-être que c'est pas ce groupe Peul qui a fait l'attaque en question. Parce qu'un groupe qui a été créé en mois de juin, passé seulement en un mois, ne peut pas, à mon avis, avoir l'équipement qu'il faut pour attaquer un camp qui est un camp principal de Nampala. Ce groupe a été même peut-être créé pour permettre aux terroristes de bien atteindre leur objectif. L'armée a peut-être manqué de vigilance quelque part. Moi, je pense qu'un camp militaire déjà à quelques kilomètres, on doit pouvoir sentir l'arrivée des ennemis. Il y a le manque d'équipement qui est là, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'équipement de renseignement. Tout ça, ça peut expliquer le problème, mais il faudra aussi mettre l'accent sur la vigilance au niveau des militaires. Je ne peux pas comprendre qu'à 4 reprises, des assaillants lourdement armés viennent attaquer un camp. Il faut se demander où sont nos services de renseignement. Avec tous les moyens de communication de nos jours, les téléphones, l'internet, les réseaux sociaux, j'en oublie. Nos services de renseignement ne parviennent pas à appréhender ni en amont ni en aval ces attaques. Est-ce qu'ils travaillent de concert avec les forces de défense? Il y a un déficit de communication. C'est la corruption qui gangrène l'armée malienne et
c'est tout le résultat qui se voit sur le terrain aujourd'hui. Rien que la corruption. Au niveau de la formation, ils envoient des gens qui ne sont pas prêts à combattre de façon farouche. Puis en achetant des équipements, les sommes faramineuses sont débloquées et sur le terrain, on voit qu'il n'y a rien. Une armée qui ne sait même pas riposter, cela dénote une déliquescence totale de l'armée. Et on se retrouve demain à 8h10 TU en direct pour la Libre Antenne. Vos réactions sur l'actualité de votre choix, 33 9 693 693 70. RFI Talent présente Naïsam Jalal et Rhythms of Resistance en concert. À l'occasion du festival Quartier d'été, retrouvez le Quintet Jazz dans les parcs et jardins de Paris pour 6 spectacles entre le 27 juillet et le 6 août. Plus d'infos sur www.quartierdété.com.